Les coachs de la saison NBA 2019-2020. Salut tout le monde. Coucou Alex, comment ça va ? Bon, ça va bien, écoute, ça déconfine. Ça déconfine gentiment. Une petite semaine de déconfinement. Pas senti une énorme différence, hein. C'est Un pas peu fou. plus d'activité, allez, c'est vrai. Un tout petit peu plus de gens qui sortent dans les rues, on a envie de dire. Voilà. L'autre jour, je me suis fait, j'ai fait plus de sorties. Du coup, on peut sortir un peu tous les jours, c'est quand même mieux. Ça c'est sûr. C'est vrai que c'était dur de pas sortir quand même, mine de rien. Non, c'est clair, on sait que vous avez été d'ailleurs nombreux à tenir pendant ce confinement, ça déconfine gentiment. On continue toujours ce grand récap de la saison NBA 2019-2020. On avait fait les meneurs, les arrières et les ailiers. Chaque semaine sur Trash Talk, vous avez le droit à une semaine à thème. On a parlé beaucoup des entraîneurs cette semaine. Il ne faut pas les oublier souvent. On parle des joueurs sur le terrain, mais les joueurs forcément répondent à des ordres, ceux de leurs entraîneurs. Oui, voilà, exactement. Après, c'est pas si simple à juger, hein. Non, c'est sûr. C'est-à-dire et puis... que, Ouais, vas-y. pardon, je veux dire, sur les classements de joueurs, tu vois, là, on a déjà fait meneur, arrière, ailier. Mhm. Les consensus, bon, tu peux toujours discuter. Nous, à l'intérieur de la rédac, je vois bien, des fois, le consensus n'était pas hyper facile à trouver, mais dans l'ensemble, on avait une base, quand même, une ligne directrice, Oui. avec un ordre un peu qui tient la route. Sur les coachs, je trouve qu'il y a beaucoup plus de disparité soit sur le numéro 1, soit à l'intérieur des classements, soit Non, la c'est façon clair. dont on voit les mecs et tout. Mm. Et c'est vrai que, je sais pas, toi, après, toi, au niveau critères, tu mets quoi en premier quand tu C'est vrai places que des comme coachs, tu le par dis, exemple c'est les goûts et les couleurs. Après, les entraîneurs, on prend tellement de choses en compte parce qu'à la différence des joueurs, bon, on peut prendre des bilans, mais il y a aussi ce qu'on voit en stratégique au sein des matchs. Moi, j'avoue que je prends souvent je dézoome au maximum sur la saison pour voir quelles ont été les complications qui ont été mises devant les entraîneurs et leur capacité à s'ajuster. Ça, c'est vraiment quelque Ouais. chose qui me marque souvent. Oh, le bilan, ça compte quand même. Ouais, Hein. Je veux dire, si évidemment, t'as un hein. bilan vraiment trop pourri, c'est compliqué. Ah non, mais ça c'est sûr, c'est le bilan avant tout. Mais au-delà du La bilan, progression d'une année sur l'autre aussi. la progression aussi, et puis les attentes qu'il y avait par rapport au challenge. Quand on fait les previews ensemble, j'aime bien me dire, ah, lui, on l'a un peu plus dans l'œil. Tu vois, des entraîneurs du côté de Philadelphie, par exemple, de voir, comme on pourra en parler, quelles étaient les attentes et le personnel qui était entre les mains et comment il a bien été utilisé. Ça, j'aime bien aussi les coachs. La manière, donc, en fait, Ouais. le fond de jeu, la manière. Fond de jeu, manière, philosophie, et puis la poigne. Vraiment, si tu vois qu'un entraîneur a vraiment la main sur son effectif et qu'il a aussi, il y a des matchs références. Souvent, on parle de performance de joueurs où on fait point, rebond, passe, on arrive à calculer, mais il y a des matchs aussi où tu te dis, putain, quel ajustement de sa part, celui-là, il m'a marqué. Donc souvent, ça peut rentrer en considération. Ok. Ça peut être un peu Je pense c'est aussi ça qui explique les éventuelles disparités dans les classements des gens, parce que Évidemment. tous les critères que tu viens d'énoncer, notamment le bilan, est-ce qu'il faut être gros bilan ou est-ce que c'est mieux le mec qui est passé de 20 à 40 wins? C'est ça. Est-ce que le Ah, mec est toujours ça dominant se et comprend discute. tout à fait. Et les Ouais. mecs qu'on prend pour acquis, putain, ça fait 2 saisons de suite qu'il en fait plus de 60 victoires. Est-ce qu'on le prend pour ça, acquis et on s'en fout? Ah, tu vois de qui je parle? J'ai au moins un petit exemple de monsieur où effectivement on fait oh ouais. Ouais, bon, c'est une saison comme une autre. dans Allez, le je vais le Wisconsin. mettre dans mon top 6 quand même. On va voir ce que ça donne. Non, mais c'est Allez. clair. Les entraîneurs, ça change d'année en année. Il y a le carrousel aussi des changements d'entraîneurs, ceux qui arrivent et ceux qui sont là depuis longtemps. On a évidemment plein de choses à dire. Ceux qui avaient une étiquette collée dans le dos et qui ont réussi à la changer d'une année sur l'autre. Ça aussi, il y en a eu. On en avait parlé tout au long de la saison. Des coachs qui nous ont séduits, d'autres qui nous ont déçus. On va faire le point. Plein de petits thèmes qu'on va aborder avec vous, des petits jeux aussi. Et on terminera évidemment avec notre top 6. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Alex, je te propose de démarrer avec le premier thème. Je mentionnais justement ces coachs qui peuvent parfois changer d'image auprès du grand public. Il y a un entraîneur dont on a beaucoup parlé cette saison en bien, dont on parlait beaucoup les saisons précédentes en moins bien. C'est monsieur Billy Donovan, avec un côté de mal aimé à bien aimé qui a quand même été saisissant. Je pensais que c'était la moindre des choses de démarrer avec lui, Billy Donovan, qui est un des grands entraîneurs de cette saison 2019-2020. Oui. Bon, moi je suis plus mitigé sur Billy Donovan, mais je comprends l'engouement. Et je le partage en partie, mais pas que. Ce que je veux dire par là, c'est que Billy Donovan, on l'a beaucoup critiqué, certainement trop. Et on a certainement sous-estimé des trucs que tu avais déjà mis en avant, du genre quand est-ce que Billy Donovan il a pu Un peu de avoir un continuité, effectif sur bien lequel sûr. il a pu s'appuyer, de la continuité et tout. On sait que pour un coach, c'est primordial. Le mec, si tu lui changes 8 joueurs
tous les étés et puis 3 à la deadline, à chaque fois, c'est un peu compliqué de travailler. On est d'accord là-dessus, et puis si tes leaders changent et tout, donc Billy Donovan entre KD, Westbrook, Paul George, machin, enfin bref, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, le Thunder a dépassé les attentes, du coup on s'est tous mis à se dire « Ah, Billy Donovan, il a fait quelques choix couillus » et c'est vrai, son bac court à 3 petits, là par exemple. Ça c'est un grand choix de la saison parmi tous les coachs quand même. Je suis d'accord, on en avait, enfin ça a été évoqué pendant les training camps et tout, on était là genre ok, attendons de voir. Ouais. L'autre il a pas lâché le steak, il l'a mis en place et on peut pas nier le fait que ça a marché. C'est clair. Après... je te vois venir. Là, bah oui, désolé, j'adore Russell Westbrook. Ouais. Mais on a toujours été prêt à dire que tu peux adorer le joueur Russell Westbrook, tu peux aussi comprendre que ça soit pas forcément toujours très simple de mettre en place une philosophie de jeu avec lui à la main. Avec Chris Paul, je pense que Chris Paul, il y a plein de qualités que Westbrook a et que Chris Paul n'a pas qui sont évidentes. Il y a aussi plein de qualités que Chris Paul a. Et que beaucoup de meneurs dont et que Westbrook beaucoup d'autres meneurs n'ont pas. Et que pour moi, Chris Paul fait partie de ces meneurs historiques qui... C'est qui le coach ? Ah oui, c'était lui. Non, mais ils avaient Chris Paul à la mais bien sûr. Non, mais tout à fait. C'est qui le coach des Nets en 2002 ? On s'en branle. Non, mais bien sûr. Byron Scott, il va en finale NBA. Tout à fait, mais c'est marrant que tu parles de Byron Scott, puisque ça a été un des premiers entraîneurs de Chris Paul, et on disait, waouh, Byron Scott. Tout à fait, Byron Scott. On a vu aussi Vinny Del Negro, et surtout après Doc Rivers, on a vu ce qui s'est passé avec Chris Paul. On le voit là avec Billy Donovan. Et c'est clair, il y a des meneurs qui... permettent à tout un effectif, dont un coach, d'être bien vu. Après, c'est toujours la question de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est le coach ? Est-ce que c'est l'entraîneur ? Est-ce que c'est le joueur ? Et là, en l'occurrence, on aurait pu aussi avoir une saison du Thunder où, non pas que Chris Paul soit mal intégré, mais qu'il n'ait pas autant d'impact et de responsabilité, alors que nous, avant même la saison, on mettait beaucoup d'attentes sur Shai Gilgeous-Alexander, par exemple, et que le nombre de matchs qui ont été remportés dans le Money Time, on peut les mettre dans les mains de Chris Paul, mais on sait que c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a eu aussi beaucoup de très très bons choix de Billy Donovan dans le Money Time pour faire en sorte que son équipe reste concentrée et se dise on a tout le temps une chance de gagner. Non, mais il fait une très bonne saison. C'est pour ça que j'ai dit, je suis un peu plus mitigé, mais ce n'est qu'être mitigé. C'est-à-dire que je suis pas en mode genre, waouh, incroyable, c'est un des meilleurs coachs de la ligue. Je ne pense pas. Non. Par contre, je pense qu'effectivement, il avait certainement pas été mis dans les meilleures conditions avant, et que là, avec des meilleures conditions, avec un meneur qui est un vrai gestionnaire, moins d'attente, avec des jeunes à développer et moins d'attente, bah du coup, il peut s'exprimer. Non, c'est clair. Et du coup, bah. Il peut faire fonctionner un groupe. Il va pas avoir peur de donner sa chance à Darius Bazley, à Luguentz-Dort. C'est ça, voilà. Ça par exemple, ça on peut pas dire que c'est Chris Paul. Là, bravo. Là, c'est du Billy Donovan. Et quand on revoyait la saison, on se disait, waouh, va-t-il passer la trade deadline ? Qui va passer la trade deadline à OKC ? Est-ce que Steven Adams va rester ? Est-ce que Danilo Gallinari va rester ? Est-ce que d'autres joueurs vont rester ? Et force est de constater que parmi les grands artisans de cette saison du Thunder, quand on voit que Sam Presti a dû garder un petit peu les mains dans ses poches et voir à quel point le groupe fonctionnait, c'est aussi parce que le coach, à mon avis, et lui ont eu des discussions dans une direction vraiment patiente et positive, et il faut en tout cas lui rendre hommage, quoi. Il a dû avoir les bons mots avec Chris Paul, parce qu'il avait besoin d'un Chris Paul motivé et qui soit pas en mode arculon et tout ça, tu vois. Donc ça, c'est sûr, on peut pas lui enlever à Billy Donovan. Il a réussi à travers son meneur all-time, il a réussi à faire en sorte que cette équipe qu'on voyait pas du tout gagner des matchs, où on se demandait s'il n'y avait pas avoir des trades dans tous les sens, devienne un groupe soudé qui, même s'il est un peu average en termes de talent, avec son très bon meneur et en gagnant des matchs clutch, soit playoffable. Ouais, c'est du beau boulot, rien à dire. Et ça, c'était très difficile à pronostiquer. Même les fans die-hard du Thunder, certains les mettaient dans le top 8, mais c'était très difficile de les mettre encore plus proche du top 4 que de la sortie des playoffs. Donc évidemment, Billy Donovan, respect à lui là-dessus. Ce qui est saisissant avec son profil, c'est que même si on peut tout à fait rester mitigé le concernant, c'est aussi tout ce cirque autour des entraîneurs et de voir à quel point on peut changer d'opinion dans le public d'une saison à l'autre. C'est ce qu'on voit et on le voit comment ?
Terry Stotts, ça c'est la jurisprudence Terry Stotts. C'est Terry Stotts tout à fait. Et puis tout à fait. Et puis on a vu qu'on parlait différemment de Doc Rivers quand il y avait des attentes et que quand soudainement il jouait les Warriors au premier tour et qu'il articulait tout ça autour de Montrezl Harrell, Lou Williams, avant que les Kawhi et Paul George viennent, on était là, waouh, incroyable. On hésitait notamment sur la prolongation de Mike Malone et puis la saison suivante on a fait genre oh shit, comment est-ce qu'on a parlé de Mike Malone, finalement en fait c'est le coach idéal pour les Nuggets. Donc Billy Donovan, beaucoup de respect en tout cas pour lui et pour sa saison, à voir s'il peut confirmer, et si oui, en effet, on sera sur ce type de dossier, on reviendra en arrière et on dira, bah oui, mais quand t'as Chris Paul, qui est revanchard, et qui est dans ton équipe, et qui drive les jeunes, et même tout est plus facile. Même Shaq et Nicole auraient pu aller jusqu'en playoff, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on doit lui enlever tout son mérite. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. J'aurais bien voulu voir des playoffs, tu vois, lui, par exemple. C'est clair. Dans tous J'aurais bien voulu. Dans tous les cas, le Thunder a décidé en tout cas de le conserver et de voir ce que ça peut donner. Il y a du jeune à développer, il y a plein de pics de draft. Et Dieu sait si Billy Donovan notamment a fait des vraies bonnes choses du côté de Florida par le passé avant d'arriver en NBA. Dites-nous ce que vous pensez en tout cas de Monsieur Billy D. C'était le premier thème qu'on souhaitait aborder puisque c'était un des personnages marquants. Autre personnage qui a été marquant, mais pas forcément en aussi positif, après avoir apporté régularité et quand même véhiculé beaucoup de respect autour de lui. La saison de Greg Popovich cette saison était d'une rare difficulté. C'était vraiment un moment isolé quand même. On a beaucoup parlé de lui et de différentes façons. Moi, le premier, j'ai été particulièrement marqué par certaines décisions quand même. Disons que si on m'avait dit déjà que les Spurs allaient être derniers de leur division, je pense que j'aurais quand même bien rigolé avant la saison, quand même. Je dois le dire, hein. Entre les Grizzlies, les Pels, même les Mavs. Même les Mavs, normalement. Même les Mavs, les Mavs, on va en parler de toute façon, mais bon, bref. Enfin, tu vois, genre, ça déjà, il y a le groupe, on peut faire la même chose que ce qu'on vient de faire avec Billy Donovan, tu vois. Genre, on peut critiquer la saison d'Aldridge, par exemple, tu vois. On peut dire, il était blessé, Aldridge, il est blessé, mais critiquer dans le sens dire que c'est pas une aussi bonne saison que ce que Aldridge peut faire d'habitude. Oui, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Pas forcément dire il est mauvais ou quoi, non, dire juste, oui, il a été un peu blessé et quand il était sur le terrain, il a pas toujours été aussi impactant. Manque de rythme et impact au moindre, ouais, tout à fait. Ça oui. Par contre, effectivement, pour l'une des premières fois depuis que j'aime bien le basket, Popovich, ouais. Il y a eu des matchs vraiment troublants. Il y a des choix où il m'a saoulé. Il y a eu des choix vraiment bizarres, il y a eu des soirées vraiment bizarres. Dieu sait si je me suis bouffé des matchs des Spurs cette saison, et en effet, il y avait c'était une des rares fois où tu voyais consécutivement des soirées où les décisions au sein des matchs et en fin de match étaient déroutants en ayant été habitué à un tel standard de capacité d'ajustement au fil des saisons. C'est-à-dire que, comme on l'a dit dans la review des Spurs, d'avoir des Spurs qui mènent dans le dernier quart-temps et que les adversaires de manière régulière se disent « les gars, il faut pas grand-chose pour les faire basculer », c'est extrêmement troublant de voir Pop dans ce type de situation. Il y a de tout, évidemment, hein, ça ne s'explique pas que dans les mains de Pop, mais c'est aussi la dure loi. Hein, quand il y a des fleurs quand il y a des roses à déposer, c'est pour Pop, et quand il y a aussi le fou à sortir, c'est pour lui aussi. Là, il y a eu des intégrations qui ont été difficiles et des répartitions de minutes, moi, qui m'ont vraiment fatigué. Les Bellinelli et compagnie. Depuis quand on n'avait pas vu les Spurs défendre aussi mal ? Déjà. Franchement, honnêtement. Bien sûr, non, mais ça n'est pas arrivé. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Il y a eu la défense. Ça, c'est clair. Incapable de défendre. Aucun match. J'ai pas vu les Spurs défendre quasiment de la saison. Oui, c'est ça. Il y a eu un ou deux matchs isolés, hein, mais sinon. De perf, mais franchement. Non, bien sûr, c'était à chaque fois isolé, mais il y a eu tout à fait la défense. Et au-delà de ça, moi, je trouve pas d'identité vraiment. Il y avait une assez bonne efficacité offensive, mais il y avait quand même une identité qui était tellement à contre-courant. Et c'est rare de voir Pop autant galérer, quoi, et essayer de nager à contre-courant. C'est vraiment, vraiment troublant à voir sur sa fin de carrière. 71 ans. Des dernières années difficiles sur le plan professionnel, sportif et sur le plan personnel. Bien sûr. Certainement un peu d'usure. Certainement aussi qu'à partir d'un certain âge, ça devient de plus en plus difficile d'avoir la niaque
quand t'es plus dans le dur et que ton équipe a besoin de toi Tout à fait. Pour se relever. Ça a bougé aussi en interne. Ça a bougé voilà, aussi en ça interne. a bougé en interne, impacte un mec comme ça, et tout, bien sûr, tout à fait. Donc moi, je pencherais pas mal sur, comment dire. Vas-y, lâche-le. Franchement, là, les JO ont été repoussés d'un an. Oui. Mais pour moi, dans ma tête, les JO là, de 2020, c'était la dernière de Pop. C'était fini pour moi, Pop, là, cet été. Maintenant, vu que les JO ont été repoussés, qu'il s'est un peu engagé avec Team USA, je le vois mal dire je m'arrête quand même. Non, tout à fait. Et pas faire les JO. Donc je me dis peut-être il va en refaire une avec les Spurs, mais c'est même pas sûr. En fait, c'est même pas sûr parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté Jeux Olympiques. De toute façon, ils ont passé la main de Coach K à Pop, donc il sera attendu. On a vu ce que ça donnait avec le mondial où ça a été un vrai premier test compliqué. Ouais, et là, on verra. Et tout à fait. C'est pas le même délire. Et on verra ce que ça donnera avec les JO. Par contre, pour les Spurs, quelque part, le fait que ce soit aussi interrompu de manière aussi brutale, ça peut laisser une porte ouverte pour revenir la saison prochaine et essayer de faire une saison complète. Je ne serais pas étonné. Maintenant, c'était assez intéressant de voir médiatiquement les interrogations qu'il y a eu, notamment avec la pandémie, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu des premières déclarations venant d'exécutifs de NBA disant les anciens, médicalement, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je ne vais pas m'inventer Doctissimo, mais T'es pas virologue. Je suis pas virologue, Alex. Je sais pas si tu es au courant, mais Ah bon? Non, moi, je l'étais. En fait, je l'étais il y a 1 mois et demi, mais maintenant je le suis plus. Ouais, ah voilà, c'est ça. Ouais. Toi aussi, non? C'est pas T'as ça. fait une formation accélérée? Ouais, j'ai fait la formation accélérée. Toi aussi. Mais non, mais lui, par exemple, et Mike D'Antoni ou d'autres ont été pas ciblés, mais ont été mentionnés comme de potentiels entraîneurs qui pouvaient être conseillé de rester en fait sur le teco, quoi, et de ne pas entraîner à cause de cette situation sanitaire juste unique. Donc à voir si ça impactera un mec comme Popovic. Hein. Effectivement, tout à fait, ça change plein de choses, hein, ce virus, cette pandémie et tout, machin, évidemment, les conditions sanitaires. Mais au-delà de ça, sans même d'aller jusque-là, est-ce que c'est pas à un moment donné charnière pour les Spurs ou... Tiens, est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce que toutes les conditions sont pas réunies pour que justement on dise bah ouais, Pop, il arrête. Son héritage, bien sûr. Il est là. Personne va revenir sur tout ce qu'il a apporté aux Spurs, au basket en général et tout, tu vois. Le nombre de joueurs qui sont passés entre ses mains et qui ont fait des carrières de ouf et tout. Personne va renier ça. Ouais. Mais par contre, pour les Spurs, en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, je me demande si ça peut pas être... finalement le bon moment aussi pour les Spurs. Alors potentiellement, pas seulement pour Pop. Ouais, bien sûr, ça pourrait. Le seul élément moi qui me laisse un peu en optimiste pour un retour la saison prochaine, c'est que le compétiteur qu'il a montré, l'aspect compétitif qu'il a montré pendant des saisons, me laisse croire qu'il refusera juste lui-même de partir sur une saison tronquée. Ça, j'ai vraiment du mal. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une transition qui semble évidente. On a beaucoup parlé de Becky Hammon, certains se sont marrés sur Tim Duncan, etc. Mais il n'y a pas en l'état de successeur prédésigné. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il veuille, lui en tout cas, laisser la franchise dans laquelle il a toujours été dans une situation aussi floue pour la suite, en fait. Parce que celui qui prend la suite de Popovic, c'est une galère hors norme. Je partage moyennement, ça, je suis pas sûr, moi. Moi, je pense que lui, en tant que bonhomme, à un moment donné, il est tout à fait capable de se dire, attends. Non mais attends, Alex, capable, oui, mais je veux dire, là, ce que je donne là, c'est pas juste un avis tranché, il va revenir, c'est juste qu'il est tout à fait capable de revenir comme de partir. Mais simplement, est-ce que tu vois, toi, par exemple, un successeur ou une successeuse qui viendrait derrière, là, actuellement, j'ai un peu du mal à y croire. Ce sera toujours le cas. Je veux dire, et c'est pas en attendant... moi, je pense que c'est aux Spurs de régler ce problème, pas à Popovic. Je comprends que ça le travaille un peu. Mais pour moi, il est plus à la retraite qu'autre chose. Non, ça m'enchante pas de dire ça, mais je pense que c'est quelque chose d'assez logique, étant donné ce qu'il a fait, ce qu'il a derrière lui, l'héritage qu'il laisse, l'âge qu'il a maintenant, les dernières années qu'il vient de vivre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont réunis pour dire bon. C'est censé à un moment donné, Greg, bah oui, on sait peut-être pas exactement qui on doit mettre derrière toi, mais écoute, il n'y a pas de souci. Et reviens quand tu veux, viens nous donner des conseils. Et il prend un petit poste de
de special advisor. Oui, je sais pas comment il ça sera s'appelle. avec Tu vois ce que je Bufford veux à dire? boire des Voilà. bouteilles peinards et à faire Voilà, du c'est footing. ça. Et il le fera sans C'est problème. ça. Mais à surveiller dans tous les Ouais. cas comment ça va se passer, même avec ceux qui ont vu le match coaché par Tim Duncan où c'était à Charlotte. Certains se sont du coup dit oh mon Dieu, est-ce qu'il pourrait avoir une transition. Duncan a été assez clair sur le fait que lui, il y allait aussi au rythme de Pop et qu'il voulait pas marcher sur les orteils de qui que ce soit. Peut-être que c'était un test d'un an, peut-être qu'on ne reverra pas Tim Mais ça sur peut un être un banc. bon délire quand même. Ah, mais Ça. si ça se fait, pourquoi pas. Attention, hein. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, je n'y crois pas, mais on ne sait pas comment ça se passe dans les coulisses des Spurs et Dieu sait s'ils nous ont réservé des surprises. Moi perso, je suis fan des Spurs. Non, mais oui. Mais... On me dit Pop, il devient special advisor. C'est mon Timmy qui prend les rênes sur le banc. Je suis bon, d'accord. Bah, C'est évidemment. bien. Allons-y les gars, voyons ce que ça donne. Ou vous inversez les gars. Duncan devient coach principal et Pop devient assistant. Comme ça, il se tape pas la je te dis, lumière. Pop, il reprend du retrait du terrain, là. Il donne juste des petits conseils. Il vient de temps en temps à l'entraînement. Pourquoi pas. Et puis voilà. On verra ce que ça va donner chez les Spurs. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez justement sur le dossier Popovich. Est-ce qu'on a vu le dernier match coaché par Greg Popovich en NBA ou est-ce qu'on va en revoir minimum un, que ce soit là sur une potentielle reprise de saison ou la saison prochaine? Ce sera un des gros dossiers à traiter. Thème suivant, Alex. On va faire un petit peu d'imagination. J'espère que tu es prêt. Il y a des coachs qui ne sont plus dans le circuit NBA, qui ne sont pas avec une équipe sur la saison 2019-2020 et qu'on aimerait vraiment revoir. Il y en a plein qu'on a déjà vus. Est-ce qu'il y a un ou deux noms? Je vois que tu commences à te marrer un petit peu. Est-ce que vous avez des noms et est-ce qu'il y a un nom qui te vient tout de suite en tête et que tu as envie de revoir? Mais tu veux les revoir pour te marrer ou pour le basket? Alex, quel coach tu veux revoir en NBA? C'est tout. C'est la seule question. J'en ai plusieurs que je trouve qui pourraient être éventuellement, pour certains avoir une deuxième chance, tu vois, on les a un petit peu laissés de côté et j'aimerais bien revoir ce qu'ils donnent. Moi, j'aimerais bien revoir Jeff Hornacek avec un effectif et de la confiance de la part de son board. J'estime que Jeff Hornacek avait fait un boulot absolument incroyable en 2013-14 quand les Suns ne vont pas aux playoffs avec 48 wins et l'équipe elle est bonne mais elle est pas si dingue que ça. J'estime que derrière, pour moi, le vrai fautif, c'est plus le management des Suns, plus que Jeff Hornacek, perso, hein, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Après, j'estime qu'Onyx, lol, voilà, LOL. Donc, Monsieur Hornacek, ouais, il est encore bien dans l'âge qu'il faut. Il a fait une grande carrière de joueur, il a beaucoup d'expérience et je trouve qu'il a apporté des trucs vraiment intéressants. Je pense que c'est un coach, demain, tu lui files, je sais pas moi, les Bulls, je sais pas qui cherche un coach en ce moment, mais je cherchais un peu des équipes qui pourraient avoir besoin d'un coach, tu vois. Tu lui files une équipe comme ça avec des jeunes, un truc à développer et tout. Je pense que ça peut être intéressant, donc voilà. Monsieur Hornacek, ouais. Voilà. Et bah écoute, je te réponds à ton ping avec un pong. Moi, il y en a un vraiment un peu plus ancien qu'on a vu dans les années 90 et 2000 et on l'entend plus à la télévision qu'autre chose, mais je trouve qu'il mérite d'avoir un nouvel essai. Il a fait surtout Team USA avec l'équipe un peu B ou l'équipe C, c'est Monsieur Jeff Van Gundy que j'aimerais moi revoir en NBA. Je trouve qu'il a été capable et il a montré, que ce soit évidemment avec les Knicks ou avec les Rockets ou dans d'autres situations, plus Jeff que Stan, personnellement. Je pense que Stan, j'en ai eu un peu ma claque. Par contre, Jeff Van Gundy, je veux bien voir, après avoir passé autant de temps loin des parquets, mais avoir toujours gardé cette niaque qu'il a. J'aimerais beaucoup vous revoir Jeff Van Gundy en NBA, et qui en plus est un personnage, mais tellement mythique du basket moderne. Je veux le revoir en conférence de presse, revoir ses stratégies, sa capacité aussi à prendre certaines défaites vraiment pour lui. Voilà, j'ai vraiment eu des bons souvenirs de ce qu'il avait été capable de faire. Parfois des moins bons souvenirs, hein, mais ça m'intrigue. Là, tu vois, en termes de coach, qui a été capable de... Enfin, je veux dire, il a emmené les Knicks de 99, hein, si je dis pas de conneries, quand même assez loin. Les Rockets de T-Mac et Yao, même si ça a jamais été très très loin, c'est le premier à expliquer que quand on revient sur le dossier, il y a eu aussi des éléments qui l'empêchaient d'aller plus loin, que ce soit management ou blessure ou autre. Ah bah l'infirmerie. Infirmerie. Clair, ouais. Je pense que Van Gundy peut remontrer qu'il fait partie des meilleurs coachs de toute la planète et pas juste en coulisses, quoi. D'accord, ok. Monsieur Jeff. Pas. Stan, je laisse, il me fatigue. Donc, David Blatt.
Sans plus. Est-ce qu'il pourrait avoir une deuxième chance? Il pourrait, mais... Et pourquoi pas? Parce que vraiment, quand je dis sans plus, c'est juste... pourquoi pas? Parce que je pense que c'est un très bon coach. Mais je sais pas si cette difficulté, en tout cas, du circuit NBA, des stars, du management, qui est très différent évidemment de l'Europe, lui irait au final. Je sais Possible, c'est vrai. David Blatt. Ok. Tu en as un autre comme ça d'entraîneur que tu aimerais bien revoir? Revoir. Écoute, il est trop vieux, hein, il va avoir 80 piges, donc c'est trop tard. Mais sinon, pour moi, c'est Don Don Nelson. Nelson, évidemment, aussi. On C'est peut... là, c'est bientôt, là, c'est 80 piges. Ah, Don Nelson, ouais, bien sûr. Non, C'est passé, peut-être, c'est juste passé, je sais plus. si on peut le revoir en Au moment où NBA, on ce tourne serait la vidéo, ce serait absolument incroyable. Mais bon, en effet, je pense que la retraite, il est trop elle vieux, trop vieux, tout trop à fait, elle est définitive. En plus réaliste, j'avais quelques noms à te proposer. On a eu quelques regrets. Il y a toujours cette part d'énigme autour du départ de Dave Yorger de Sacramento, après avoir monté quelques bonnes choses à Memphis, puis chez les Kings. Est-ce qu'on le reverra en NBA? J'ai l'impression que le dossier avec Dave Vlad Yorger, Divac c'est vrai, t'as raison. Ouais. avait été un dossier un peu piquant. Non, mais t'as raison, Dave Yorger, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, à Memphis, j'ai bien kiffé. À Sacramento, j'ai bien kiffé. C'est ça. Donc pourquoi pas? Moi, c'est un des gars qui me ferait bien kiffer aussi. Et puis, un peu pour le two strikes, et essayer de voir si la troisième, c'est out, comme on dit, Jason Kidd. On l'a vu, évidemment, chez les Nets. On l'a vu chez les Bucks. Il y a toute une étiquette qui lui a été collée dessus. Jason Kidd, je veux bien voir si en fait... Parce que tu me dis, hein, mais moi, je trouve que par rapport à ce qu'on a vu chez les Nets, il y a eu de la déception. Pareil pour plein de raisons. Il y a eu embrouille avec Billy King. Tout à fait. Mais même dans la façon de jouer aussi avec les joueurs, de coacher ses joueurs, il avait quand même un effectif que beaucoup d'entraîneurs auraient aimé avoir. Après, on peut revenir dessus. Mais Jason Kidd, en tout cas, après, a développé certaines bonnes choses à Milwaukee. Est-ce que c'était pétard mouillé ou est-ce que c'est vraiment un très bon entraîneur qu'on n'a pas eu la chance de voir et qui, du coup, se fait un peu la main en coulisses? Je suis intrigué. C'est vrai. Il fait partie de ces mecs, peut-être qu'il devrait... Il y a eu des rumeurs, hein, il y a des rumeurs sur lui qui reprendrait les Nets. Hein. Bien sûr, tout à fait. Il y a quand même son maillot au plafond, hein, pourquoi pas à Brooklyn. Hein. Pourquoi pas? Ça pourrait le faire avec Jason Kidd. Tout à fait. Lionel Hollins, qui est passé par Brooklyn en tant que coach et qui avait fait des très bonnes choses avec les Grizzlies. Il y a des coachs. Toi, c'est moins ta cam, Lionel Hollins? C'est pas que c'est moins ma cam, mais je sais pas s'il fait partie des mecs que je suis spécialement pressé de revoir. C'est ça que je veux dire, en fait, dans le sens... Peut-être qu'on Après, ouais, non, c'est un bon entraîneur. Franchement, son taf à Memphis, c'était de grande qualité. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres entraîneurs, évidemment, dites-nous vous, mais d'autres qu'on va pouvoir mentionner par la suite dans d'autres catégories de cette petite vidéo spéciale coach. On change de thème, nous allons aller justement du côté de Chicago dont tu as parlé là à l'instant. Il y a du nouveau management en plein confinement, ça y est, on a changé un petit peu de board de directif. Faisons le point juste sur Jim Boylen et le fait que son siège soit plutôt éjectable ou pas. Qu'est-ce qu'on pense qui pourrait se produire là par rapport au coaching staff des Bulls? Oh, quand même. Quand même, hein. Quand même, non. Oh, ça dégage. Quand même. Quand même. J'ai du mal à imaginer proprio des Bulls. Tu dégages tes dirigeants, ton management, et tu mets Arturas Karnisovas, qui a l'air d'être déterminé à faire bouger les choses, on est d'accord. Hein, là, le Lituanien, il a l'air de pas vouloir rigoler. Et tu vas me garder Jim Boylen? Wow, j'ai du mal à y croire. Non, moi aussi. Je pense plus que le vrai truc, c'est que s'il n'a pas encore dégagé, c'est parce que Karnisovas regarde un peu qui pourrait embaucher. Oui, tout à fait. Si c'est pas encore fait, c'est parce qu'il faut prendre le temps. Qu'en plus, on n'est pas dans le meilleur contexte pour faire des recrutements. Hein. On va pas faire des interviews sur Zoom, comme on dit. Et puis aussi, il y a du contractuel. Souvent, on prend les coachs et on se dit, vas-y, ça s'envoie comme du PQ et on s'en fout. Mais non, quand tu as un coach qui est sous contrat, ça veut dire que si tu le vires soudainement, comme ça a été le cas avec les Cavs notamment cette saison, et tu dois quand même certains dollars à payer encore à ce coach, en plus de recruter un nouvel entraîneur. Ouais, tout à fait. Pour moi, que la saison reprenne ou qu'on parte directement sur l'exercice 20-21, dès qu'il y a une intersaison officielle, Boylen dégage et un coach arrive à Chicago pour moi. À voir qui. C'est ça, à voir qui. Je suis assez d'accord avec toi. On a vu de toute façon sur le choix de GM
notamment qu'il y avait beaucoup de managers qui s'étaient pointés au bureau, parce qu'on parle quand même des Chicago fucking Bulls, quoi. Il y a quand même une histoire. Ouais, puis dis donc, et le groupe, Il est bien, il y a du jeune, il y a du potentiel, il y a eu des bons choix de draft. Donc non, il est clair que beaucoup d'entraîneurs vont se positionner dessus. Maintenant, quel nom? On a déjà parlé pas mal en review. Ça va être le manège avec les Bulls et d'autres franchises. C'est vrai que je sais pas trop qui il leur faut. Bah, en fait, tout sera une question de savoir comment est-ce que le manège va se mettre en place. Quand je parle de manège, c'est que on le sait qu'il y a des positions qui vont se libérer. C'est-à-dire que tu as par exemple, et on va en parler par la suite, toute l'interrogation qu'il y a autour des Nets, autour des Knicks et par exemple là autour des Bulls. Eh ben, il faut voir en fait. Peut-être que la plupart des entraîneurs vont se dire bon, d'abord je vais postuler chez les Nets. Et une fois qu'il y a un entraîneur qui s'en va du côté Pôle Emploi, les dominos. Exactement, ce sont les dominos et donc du coup celui qui a été pris chez les Nets s'en va de la liste. Est-ce qu'ensuite il va chez les Knicks ou les Bulls ou dans d'autres franchises? C'est là-dessus à mon avis que ça va se jouer. Difficile de voir les Bulls passer devant les Nets en termes d'appeal pour les coachs, vu qu'il y a quand même du gros matos de contending à Brooklyn. Oui, c'est vrai. Après, les Nets vont forcément vouloir... après, je sais pas, je peux me tromper, mais un coach quand même... renommé, capable de gérer des égos, de la star et d'assumer la pression d'un potentiel contender. Alors qu'à Chicago, tu cherches pas forcément le même profil de coach. Non, bien sûr. À Chicago, tu es peut-être plus sur encore un développeur, un mec qui installe une philosophie et qui te permet de passer des caps. Bah, c'est ce dont on avait parlé dans la review, tout à fait. C'est qu'on essayait de définir le profil. Dave Jorger à Chicago. Bah, quand on a fait la review, allez la voir, la review des Bulls, on avait discuté longtemps de ça, essayer de voir quel serait le coach idéal qui pouvait aller du côté de Chi-Town. Donc oui, tu peux avoir du Dave Jorger, tu peux avoir des personnes avec un peu plus de poigne, avec une expérience un peu plus grosse en playoff et qui peuvent justement devenir les leaders un peu charismatiques de leur franchise. Van Gundy, allons-y, Jeff, à Chicago, mais je sais pas s'il serait très chaud. J'ai quelques doutes. En tout cas, pour moi, à la saison 2020-21, pour moi, ce sera pas Jim Boylan, le coach de Chicago. Je suis d'accord, et surtout, je pense qu'on va gueuler si c'est encore Jim Boylan à Chicago à la tête du training camp. Des Bulls, je suis saoulé. C'est clair, on est bien d'accord. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas, que vous soyez fan des Bulls ou autre de cette situation. Alex, on parlait en off de ce qu'on était capable de faire comme jeu. Vous le savez, on a essayé de faire des plans à 3 un petit peu sur certains joueurs. Qu'est-ce qu'on avait comme suggestion là de plan à 3 entre plusieurs entraîneurs? On a un petit plan à 3 entre Nick Nurse, Brad Stevens et Eric Spoelstra. Nick Nurse, Brad Stevens, Eric Spoelstra, qui tu gardes, qui tu mets en assistant et qui tu renvoies à Pôle Emploi, c'est ça? Bah, c'est l'idée. Franchement, il est pas simple. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais bizarrement, c'est simple. assez clair dans ma tête. Ah, toi, c'est clair dans ta tête? Ouais, assez rapidement. Bah, vas-y alors. Vas-y, envoie. Je vais prendre Nick Nurse en titulaire, en head coach. D'accord, ok. Et je vais lui mettre Eric Spoelstra à ses côtés. Pourquoi? Vas-y, explique juste en 2 mots comme ça, juste c'est quoi l'idée? Alors, Brad Stevens, jusqu'à preuve du contraire, il est tombé sur un numéro 23 avec des épaules très larges. Donc parfois ça a été compliqué, mais je n'ai pas encore la garantie du mois de juin. Je l'ai avec les 2 autres. Déjà, en playoff pur, juste avec Nick Nurse et avec ce qu'il a été capable de montrer, certes, ça en saoule peut-être certains parce qu'il n'a pas la même expérience. Mais en tout cas, entre Spoelstra et Nurse, il y a la bagouze et il y a cette capacité à s'ajuster. On l'a vu sur plusieurs séries différentes. Après, entre Spoelstra et Nurse, enfin je sais pas, toi c'est qui ton plan A3? Moi je mets Stevens titulaire. Ok. Parce que je trouve que c'est celui qui fait le mieux jouer l'équipe. Et je prends Spoelstra pour me gérer, ou Nurse d'ailleurs, mais je prends plutôt Spoelstra pour faire assistant coach en charge de la défense. C'est ça, parce que... Et un peu de l'attaque. Tout à fait. Mais je veux un truc complémentaire. Il y a le sentiment... Et je pense que Stevens Détroit, ouais. sur demi-terrain, en termes de système, en sortie de temps mort et tout, je le trouve vraiment Détroit, c'est lui que je prendrais en fait. J'entends bien. Et après, encore une fois, ceux qui pensent que l'argument par rapport à Stevens, qui n'a pas encore été vraiment loin en finale de conférence, on l'a déjà vu, ou en finale NBA, on peut lui mettre plein d'excuses là-dessus, mais c'est vrai qu'en tout cas, perso, les prémices de Nick Nurse me fascinent beaucoup, et après le développement joueur, les 3 sont tellement forts que ça se joue à 3 fois rien. On a vu Nick Nurse développer des joueurs de manière assez incroyable, on a vu Spoelstra et Stevens le faire aussi, donc
Ouais, ils savent le faire les trois, ça. Les trois savent le faire, donc là, c'est pas là-dessus que ça Ouais. se départagera. En Non, tout cas, je suis je d'accord. crois, tu me dis, hein, mais je pense que là où on est d'accord avec Spoelstra, c'est qu'il y a le sentiment que, en termes de ténacité et de défense, il n'y a rien à redire. En termes de variété et d'ajustement stratégique offensif, c'est un tout petit cran en dessous. Pour moi, c'est Stevens le plus fort des trois à ce niveau. Pour moi. Hein. Mais bon, après, c'est close. Hein. C'est On très, a très volontairement, on a volontairement pris 3 coachs. Je veux dire, à un moment donné, Bien sûr. j'ai presque envie de dire, là, pour une fois, je peux comprendre n'importe quel plan à Et 3. exactement ce que j'allais dire. Je pense que si vous mettez Spoelstra en Tu head mets coach, Spoelstra titulaire avec Stevens en assistant, tu sais que c'est... ou Nurse, Ça tient la route. Hein. bien sûr. Ou Nurse, Et les gens qui exactement, vont ouais. dire Nurse, faut arrêter, c'est un coach rookie et on le prend pas, bon bah très bien. Mais ceux qui vont dire les gars, attendez, regardez ce qu'il a été capable de faire en quasiment 2 saisons. Dites-nous qui vous avez dans votre plan A3 entre Eric Spoelstra, Nick Nurse et Brad Stevens. Je pense que ce sont des belles prémices de notre top 6. Alex, nous ne sommes pas d'accord. Je pense qu'on ne sera pas d'accord sur une autre petite partie de cette vidéo aussi. Après, plan A3, moi, je le fais dans l'absolu. Hein. Le top 6, c'est sur la saison. Bien sûr, bien sûr. Non, Je précise parce que c'est important comme nuance, mine de rien. ah bah il y en a qui vont nous sauter à la gorge, tu le sais. Je sais, mais ça, on a l'habitude. Nouvelle petite question, nouveau thème. On a donné plein de bonnes nouvelles, il faut aussi en donner parfois des mauvaises et on appelle ça le siège éjectable. Aujourd'hui, en l'état, au moment où nous tournons cette vidéo, quels sont les 2 coachs? On doit essayer d'en sortir 2 chacun qui sont le plus sur un siège éjectable et essayer de l'expliquer en quoi. Dites-nous, selon vous, qui serait le plus sur un siège éjectable? Alex, tu avais qui en premier? Boylan, il compte ou pas? Boylan, tu as le droit. Bon, bah, tout à fait. Non, mais ça me va hein, si tu dis Boylan. Mais est-ce que Boylan sera le prochain coach éjecté? Ah, c'est possible. Hein. Moi, je le vois pas. Pour moi, genre, par exemple, s'il y a une annonce de, par exemple, la saison reprend pas. Oui. D'accord. Et, excuse-moi, c'est mon portable qui bip, t'en je vais prie. l'éteindre. S'il y a une annonce, la saison reprend pas, je pense que très peu de temps après, il y a merci, au revoir, Jim Boylan. Voilà. Oui, bien sûr. Et on cherche un nouveau coach et on a quelques mois devant nous et on cherche, quoi. Tout à fait. J'arrive pas. Qu'on soit clair en tout cas par rapport à, avant de reparler de Monsieur Jim Boylan, qu'on soit d'accord, Jacques Vaughn et Mike Miller, je ne les mets pas dans cette catégorie parce qu'il y a quand même une sorte de consensus sur le fait qu'il va y avoir un nouvel entraîneur. Jack Vaughn, il est coach? Bah, Jacques Vaughn, il est coach. Non, je rigole. Non mais ouais, bien sûr, mais Jacques Vaughn, il est coach des Nets. Hein. Je sais. Il a été annoncé intérimaire, donc lui, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que lui et Mike Miller notamment, on en reparlera. Mais Ah oui, je les compte pas, non, moi. on les compte pas. On Je les les compte compte pas. Brett Et Brown. C'était même pas lui que j'allais sortir en deuxième, mais il est en danger. Il est en danger, je valide ton choix, tout à fait. Ça sent quand même la moucade. Hein. Ah, il est en danger, je suis d'accord. Il est en danger. Ah, il a un bel effectif. On peut pas dire que. Je pense que ni toi ni moi l'avons dans notre top 6 des coachs Oh, de l'année. putain, Hein. non. Je pense on est d'accord. Et là, il y a même des dans notre choix, top et il y a des 15. choix à critiquer. Hein. Ouais. Ah, il y a des choix à critiquer. Alors, on a fait la review. Hein. Toi, t'étais très dans la critique de Brett Brown. Je sais pas si, enfin, c'est pas pour comparer nos jugements, mais moi, j'étais vachement dans la critique des dirigeants aussi. Des choix, tu te rappelles, Oh, tu sais, bah, moi, pareil, j'ai critiqué hein, Elton évidemment, Brand pas mal. Non, mais oui, mais je veux dire, entre guillemets, si on devait faire des balances, moi, j'en mettais plus dans la balance d'Elton Brand, et toi, t'en mettais plus dans la balance de Brett Brown. Oui. Mais toujours est-il que je pense que je suis d'accord avec toi, Brett Brown est en danger de ouf, je pense. Je balance un autre nom, on va essayer de le jauger. Ah bah, il y a le tien. Lloyd Pierce. Ah bah moi. C'est annoncé. Oh bah Lloyd annoncé. Enfin, je veux dire, c'est annoncé. C'est annoncé que... Attention les fans des Hawks. C'est annoncé que... déjà, lui a parlé de playoff, quoi qu'il arrive, la saison prochaine. Qui? Lloyd Pierce. Il a dit on doit être en playoff la saison prochaine. Ce sera pas lui le coach. Donc, soit c'est lui le coach... Et à ce moment-là, moi je serais pas étonné que quand même la saison prochaine il soit là quand même, Alex. Je pense qu'il sera là au camp. Okay. Je pense quand même parce qu'il l'a annoncé publiquement et que c'est notamment suite à des discussions avec Travis Schlenk, le général manager d'Atlanta. Donc je pense personnellement qu'il va faire la saison. Il y a quelques premiers bruits, et ça s'est vraiment reporté sur la plupart des médias de la région d'Atlanta, que la relation entre Lloyd Pierce et Trae Young n'est pas idéale. Donc entre sa star et son coach. Voilà, c'est entre une star et son coach, c'est pas idéal. Maintenant, en pur développement de joueur, c'était annoncé et il a fait un taf phénoménal en termes de essayer de voir quel est le plafond d'un joueur. Genre tu vois Trae Young et John Collins, tu te dis ok, qui aurait pu annoncer qu'il soit en 50 points, 12 rebonds et 15 passes au bout de 2 saisons.
Ça, c'est chaud. En pur développement de joueur, il est très bon. Maintenant, je pense, comme on l'avait dit, je crois, dans la review des Hawks, qu'il y aura un début de saison qui a lieu avec lui, voir ce qu'il est capable d'articuler Capella, Collins, Trae Young. Si ça ne passe pas, et que les Hawks ne sont clairement pas au nouvel an, où on verra à la mi-saison en fonction de quand démarrera la saison 2020-2021, mais s'ils ne sont pas dans la course au playoff, ça dégage. Ok. Je pense. Toi, tu penses que le prochain camp d'entraînement des Hawks se fait sans Lloyd Pierce? Ça, j'y crois pas. Je pense que la valse éventuelle, vu qu'on est dans une saison bizarre qui pourrait être tronquée, machin et tout, si derrière ça il y a une valse éventuelle des coachs, je dis que c'est pas impossible qu'Atlanta s'insère dedans. Tout à fait. À voir d'ailleurs parmi les... C'est un petit Mike D'Antoni à pécho là, ou un Bien petit, sûr. je sais pas quoi moi. Un des gars qu'on n'a pas mentionné dans les coachs qu'on veut revoir en NBA, Kenny Atkinson. Hein. Voilà, très bien. Kenny Atkinson, Bien sûr. file-lui les Hawks. Ah c'est un ancien en plus de la maison. Ouais. Mike D'Antoni, file-lui les Hawks. Ouais, c'est sûr, pourquoi pas. Non, mais il est un peu vieux peut-être, maintenant il est un petit peu rincé peut-être Mike. Mais vu le profil des joueurs, franchement, il peut te faire... Ah oui, vu le rythme de tempo, clairement. Je te balance d'autres noms, on va essayer de les jauger sur le côté siège éjectable. Ouais, vas-y. Scott Brooks. Cet été, pour moi, il est encore là. Moi non plus. Après, il y a le retour de John Wall à gérer. Non, je pense qu'il a une saison encore devant lui. Ok. Terry Stotts. Terry Stotts, il n'est pas playoffable. Si la saison s'arrête, qu'il n'y a pas de playoff, qu'elle est moitié annulée, ça peut le sauver. Normalement, il... Si par contre... Oui, vas-y. Si ça reprend et que les Blazers, tu vois, il y a un peu de pré-saison, n'importe quoi, un peu de fin de régulière, mais que les Blazers n'arrachent pas les playoffs. Donc du coup, ça devient, même si c'est une saison avec une astérisque, ça devient une saison sans playoff pour les Blazers. Oui. Ça peut faire très mal à Terry Stotts. Non, c'est clair. Je pense que contractuellement, vu qu'il est dealé, il a été prolongé quand même en sortie de son aventure Cinderella après les playoffs 2019. J'ai du mal à le voir bouger. Je mettais juste le nom parce que si à Portland, il n'y a pas un sursaut avec le retour de Nurkic, etc. et que le management doit prendre une décision. On a parlé souvent de McCollum, on a parlé dans la vidéo des arrières. Est-ce que ce sera lui, Terry Stotts ou autre? Ça va être un nom. Quinn Snyder, il est safe? Qui est le plus safe entre Quinn Snyder et Nate McMillan? T'as vu là? C'est bien pour ça. Hein. Je pense quand même que Nate McMillan est un poil plus safe. Nate McMillan a eu Victor Oladipo blessé toute l'année avec un retour compliqué de blessure. Mm-hmm. Il y a une espèce de pseudo grosse circonstance atténuante. Oui. Quinn Snyder, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense qu'il n'est pas en danger non plus. Ok. Pour moi. Très bien. Pour l'instant. Est-ce que tu as un autre nom qui te vient à l'esprit comme ça? Est-ce que Alvin Gentry il est aussi safe que ça? Non. Pendant la saison, il a été mentionné qu'il pouvait être viré quand ils ont fait une sale streak en novembre, si je dis pas de bêtises. Maintenant, je le crois plus safe parce que tous les signaux vont vers une future saison excitante des Pélicans avec tout le monde. Tu vois, j'ai l'impression qu'avec juste Holiday, Ingram, Zion, s'il est dans les playoffables, personne ne va venir lui chercher des mouises. J'ai le sentiment en tout cas. Dans les playoffables, oui, ça c'est clair. Mais attention, ils sont dans les playoffables quand même. Ils y étaient déjà. Ils y étaient déjà avec une demi-saison, avec une douzaine de matchs de Zion. Ouais, ok. Je pense qu'il est pas si safe que ça, mais je pense que c'est pas pour tout de suite quand même. On est d'accord. Dites-nous si vous avez des blazes, évidemment. On va parler juste ensuite là d'un certain moustachu qui n'est plus moustachu, justement, que certains ont peut-être mis sur le siège éjectable. Mike D'Antoni, c'est le thème suivant. La saison, on a vu, ça a été quand même une sacrée expérience avec du tiny ball, des choix évidemment critiquables, parfois hyper excitants. C'était du Mike D'Antoni Apex, comme on dit, au sommet de son art. On en a parlé dans la review. On ne sait pas encore si la NBA revient, mais on va faire un peu de science-fiction. Si Mike D'Antoni se fait bouncer en fait des Rockets puisqu'il est en fin de contrat, ses retraites, je serais pas étonné qu'ils disent vas-y, c'est bon, next. Ça suffit. Ouais.
il a plus rien à prouver, Mike D'Antoni, on a compris. Enfin, il a si, du mal. il a encore d'autres choses à prouver quand même. Non, mais dans le sens où on a compris, il a du mal, il a pas réussi à sortir d'une équipe de finale de conf alors qu'il a eu des bonnes équipes dans les mains. Il est tombé sur des gros os, c'est tout, mais dans le sens où il a plus rien à prouver, il a fait une carrière de coach. Oui, voilà. Il a coaché pendant 25 piges. Il a essoré l'éponge. Voilà, il a rendu des mecs All-Star, il a mis en place des vraies philosophies de jeu un peu partout où il est passé. Il a vécu beaucoup de choses dans le monde du coaching, il a coaché beaucoup d'équipes, beaucoup de grands joueurs, beaucoup non, Mike D'Antoni, s'il est plus au Rockets la saison prochaine, ouais, peut tout à fait faire, tu sais quoi, c'est bon. Moi, je serais pas étonné, tu vois. Merci, ciao. Ouais, je serais pas étonné qu'il y ait ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il veut jouer la bague, plus qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que même si c'est excitant, les projets Hawks, etc., j'ai du mal à le voir passer des Lakers de Kobe, Dwight, Nash, Pogazol aux Rockets de Harden, Chris Paul ou Harden Westbrook, et ensuite soudainement une reconstruction. Ça, j'ai du mal à y croire. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, je suis d'accord. Je crois qu'on serait plutôt sur une retraite. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez pour Monsieur Mike D'Antoni. C'était une question rapide. Autre question qu'on peut se poser du côté de New York. On a parlé rapidement de Kenny Atkinson qui a été bouncé. Monsieur David Fisdale qui a laissé sa place à Mike Miller qui devrait lui aussi laisser sa place. Un coach aux Knicks, un coach aux Nets. On est vraiment sûr que c'est Tyronn Lue et Tom Thibodeau ? Non. Non. Non, moi je pense qu'il y a zéro certitude là-dessus. On est d'accord. Déjà, si je peux me permettre, Tyronn Lue, je peux comprendre, peut-être qu'Kyrie en a envie, tout ça, et encore, ça n'est que des rumeurs. Mais clairement, je sais pas. Sean Marks, il va embaucher Tyronn Lue ? Je sais pas. Est-ce que c'est Sean Marks qui embauche Tyronn Lue ? C'est qui ? C'est pas lui. C'est Kevin Durant ? Non, mais je sais pas. Est-ce que Kevin Durant, il va embaucher Tyronn Lue ? Moi, je demande. Ou Joe Tsai, ou ça, après, on sait pas, évidemment. Joe Tsai, il a quand même, visiblement, on a l'impression que Joe Tsai a quand même laisse beaucoup de pouvoir dans les mains de Sean Marks. Oui. Non, bien sûr. Il y a toute une intrigue autour de Brooklyn et de savoir qui peut être l'entraîneur. Comme on l'a dit et répété, ça va être hyper intriguant de voir. Et le projet est hyper excitant. Quel coach peut les emmener jusqu'en finale NBA ? C'est un petit peu le script. C'est quand même toute la question. Voilà, exactement. Bizarrement, j'ai assez... T'as qui comme candidat, toi ? Bizarrement, je ne peux enlever Tyronn Lue du futur banc des Nets. Ah ouais ? Je sais pas pourquoi je le sens bien. D'accord. Je sens que vraiment ce truc peut avoir lieu. Et, comme je l'ai dit pour Jason Kidd, de voir vraiment si c'est un coach qui ride les players, comme on l'a dit un peu avec LeBron, ou alors c'est vraiment un coach qui est là pour nous étonner. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent aussi en bien de Tyronn Lue parce que c'est un players coach, mais aussi qui disent que dans la façon de naviguer dans une saison NBA, il est vraiment très bon. Et je veux bien voir ça avec les fortes têtes de Brooklyn. Toi, t'aurais qui ? Ok. Je sais pas trop. C'est une bonne question. Là, pour les Nets. Moi, je veux bien voir. Dans ce cas-là, je préférerais voir Jason Kidd. Jason Kidd de retour aux Nets ? Pourquoi pas ? T'as pas l'impression que ça ferait trop de pataquès médiatique ? Bon, tu me diras avec Tyronn Lue. Tyronn Lue, il est pas si discret que ça. Non, c'est clair. Mais oui, il est peut-être un peu plus que Kidd. Il est peut-être un peu moins polémique que Kidd. Tyronn Lue, elle a un peu le spectre 2016 au-dessus de lui, qui lui permet de dire, voilà, je sais comment mener une équipe jusqu'au titre. Pas trop Jason Kidd, enfin en tant que joueur, jusqu'au final NBA, jusqu'au titre même avec Dallas. Oui. Mais en tant que coach... Oui, non, en tant que coach... quelque part, Jason Kidd a un CV un peu moins bon que Tyronn Lue. Après, Kidd, ce qu'il avait fait au Nets, c'était pas non plus si mauvais. Ce qu'il a fait au Nets et au Bucks, c'est pas si mauvais. Ouais, c'est bien ça, En fait, le problème de Kidd, c'est que c'est pas si mauvais, mais ça se finit en autre boudin à cause de son caractère à la con. Exactement. À cause de son ego surdimensionné et tout. Maintenant, est-ce que c'est pas un coach comme ça qu'il faut justement à Brooklyn pour gérer les égos de Kyrie et de KD ? Et tu vois, est-ce que finalement Jason Kidd peut pas être une solution intéressante ou en tout cas qui vont clairement considérer ? Ouais. Tu vois, moi je dis que ça se joue. Je suis bien d'accord, mais tu vois, si on devait avoir 2 headlines du Vosges, si on devait avoir 2 tweets du Vosges, le tweet Source tells me Jason Kidd is the new head coach des Brooklyn Nets me ferait plus peur que Tyronn Lue is the new head coach des Brooklyn Nets, bizarrement. Moi, dans les deux cas, je serais pas hyper rassuré. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà. Kidd, j'ai un peu du mal. Pour les Knicks,
Moi aussi j'ai du mal, hein. Kidd en coach, autant le joueur je le surkiffe, mais alors le coach il m'a pas fait rêver à cause de son ego quoi, Non, bien sûr. à cause de son, je sais pas, il est Un incapable. caractère de merde. Après à Brooklyn, Billy King et tout, enfin voilà, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien le revoir, que ce soit à Brooklyn ou ailleurs, j'aimerais bien revoir Kidd sur un banc Pas à Brooklyn, New York, pour voir hein, ce qu'il est vraiment capable. Moi, je le veux bien, genre, si tu veux. Bon, après, c'est un peu tendu, hein, mais je le veux bien à Atlanta. Hein, avec Trae Young. Ouais. Genre, vas-y. Ah bah, Pas trop Trae Young d'attente. sous les ordres de Jason Kidd. Pas trop d'attente. Allons-y. Et apprenons un jeune meneur phénoménal comment bien Un petit driver une mentor équipe. comme Kidd, c'est pas mal pour un meneur. Tu vois, ça, j'aimerais bien. Ouais, je pense qu'il peut progresser encore Trae Young en gestion à plein de niveaux en fait. Défensif, lol, avec Jason Kidd, ça peut aller. Il y a pire comme Jason coach Kidd, et puis défensif. même même tout aussi talentueux qu'il soit Trae Young, je pense que Kidd peut encore lui apprendre 2-3 trucs même sur pick and roll, tu vois. Bien sûr. Il y a pas de problème, Il y a tu plein vois. de choses évidemment Voilà. à apprendre. Du côté de New York, mais cette fois, ce sont les Knicks. Il y a eu des pistes Thibodeau, il y a eu d'autres mentions comme évidemment chaque été, quasiment. J'ai une question pour toi Oui. à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, en 2020, Tom Thibodeau est encore quelqu'un de crédible en termes de philosophie de coaching en tant que head coach? Oui. Oui, d'accord. Moi, je suis un peu Pas plus- toi. Je sais pas, je suis pas sûr. Moi, je le trouverais un super assistant, mais head coach. Moi, je suis GM, je file pas le head coaching à Tom Thibodeau. Clairement pas. Moi, je le file à condition qu'ils comprennent bien qu'en fait, il y a dans cette entreprise, Bah, il mais y a ta un phrase, elle proprio, marche il pas. y a un prési, il y a un GM et il y a un coach. Ah, mais non. Et ce sont 4 postes différents. À Minnesota, je Ah oui, non, ça, erreur des vols. bah Ça, on est c'est d'accord. c'est ça en fait parce que je sais pas, c'est comme si on avait gardé un hyper mauvais souvenir de ce qui s'est passé à Chicago alors que genre il a quand même fait des pètes de trucs quoi. Ah, mais je ne critique pas ses résultats avec les Bulls. Ce que je critique, c'est la façon dont il conceptualise le basket, que j'ai adoré à certaines époques, et que je pense aujourd'hui est chelou. Minnesota est top 3 de l'Ouest avant que Jimmy Butler se fasse mal. Hein. Dans la saison où il retourne en playoff. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, à chaque fois, on peut prendre suis des pas trucs comme convaincu. ça. Non, mais je comprends bien. Et il y a plein de gens qui sont effrayés par Thibodeau parce qu'il a envoyé des gars quasiment à l'hôpital, hein, qu'on soit clair. Mais Alors déjà, il y a le load management, Bon, il y a la alors façon là, dont le il gère quoi les joueurs. T'as dit Déjà, quoi ça, c'est un problème. Stratégiquement, ensuite, il y a les rotations, tout ça, je sais pas. Je suis pas convaincu. Maintenant, s'il y a bien une qualité que je peux prendre à Tom Thibodeau et qui pourrait qui peut faire plaisir côté Knicks, il a pas peur de foutre des jeunes sur le terrain. c'est ça. Et mettre des tartes. Ça, et de mettre des tartes, lui, il fait progresser les groupes. Oui, Il est capable. C'est ça. On est bien d'accord. Ça, d'accord. Euh, Maintenant, je pense que les Knicks peuvent avoir peut-être d'autres choix, quoi. Ouais, bien sûr. Je veux dire, non, je sais pas, il n'y a pas d'autres candidats pour New York. Bah, il peut y en avoir, mais encore une fois, je pense que si on devait établir une sorte de hiérarchie, on dirait que le coach flairerait pour la plupart le poste des Nets, puis celui des Bulls. S'il y a une ouverture ailleurs, allons-y, dans une équipe qui est assez intéressante. Je sais pas, je fais un peu le tour à l'ouest, mais imaginons qu'il y a un gros bordel à Houston, bah let's go, t'as envie d'avoir Harden et Westbrook, et donc c'est un job intéressant. Et je crois que les Knicks, derrière ces équipes, vraiment, ça pour moi ça me semble évident, et surtout que ce n'est pas vraiment défini, stable, avec tout ce qu'il y a autour de Dolan, quoi. Je crois que beaucoup de Il y a le coachs job sont- des Sixers aussi que tu as oublié là. Si le job des Sixers se libère, s'il tu sais que se ça va libère, intéresser du monde, ça. Hein. S'il se libère, il est derrière celui des Nets, hein, pour moi. Oh, même voir haut, il est voire pas loin. Oui, hein, voilà, au pas niveau, loin, on va mais dire. il est là, quoi. Il est là. Je pense que les Knicks, malheureusement, n'ont pas de quoi proposer là un scénario qui permette à un coach de se dire non, je vais miser tous mes jetons sur les Knicks plutôt que les Nets, Bulls ou autres. Un peu du mal. Ça, je suis d'accord. Ce que tu veux dire par là, c'est que compliqué pour les Knicks d'avoir la crème Ouais. des éventuels coachs Ouais, disponibles. je quoi, crois que c'est ça compliqué pour cet été, ouais. Je suis assez d'accord. J'ai un peu du mal là-dessus. Après, à voir ce dont est capable de faire le management de New York. Dites-nous, justement, pour les Knicks et les Nets, qui vous voyez en entraîneur. Avant-dernier thème, le changement de coach qu'on adorerait opérer entre deux franchises. C'est un petit jeu. On a tous les coachs qui sont aujourd'hui dans leur franchise, là, à l'heure actuelle, et on décide d'effectuer un swap. C'est-à-dire que le coach de l'équipe A va coacher l'équipe B, le coach de l'équipe B va coacher l'équipe A. Alex, qu'est-ce qu'on fait ? Mais tu veux faire un win-win
Qu'est-ce bah, que tu dans veux l'idéal, faire oui, c'est un win-win. où il y a Ah bah une équipe oui. qui gagne, une équipe qui perd. Ah bah non, ou dans l'idéal, c'est quoi l'idée il faut essayer de faire le win-win parfait. Il faut essayer d'apporter C'est-à-dire que les deux équipes elles soient meilleures derrière. quoi. Ouais. Ah. D'accord, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile du tout. Moi, j'ai une proposition. Pardon? J'ai une proposition. Vas-y. Tu swaps Quinn Snyder avec Mike D'Antoni. Quinn Snyder. Tu mets Mike D'Antoni au Jazz. Avec Donovan Mitchell, Conley, Bogdanovic, ça shoot, pourquoi pas. Et donc Quinn Snyder, il arrive en tiny ball à Houston. Alors je dis pas que Quinn Snyder va s'en sortir parce que attention pour gérer Westbrook et Harden. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme swap idéal? Celui-là m'a vraiment intrigué parce que c'est un coach capable de montrer qu'il s'ajustait offensivement et très bon défensivement, qui peut vraiment générer un jeu collectif où le partage de balles est l'option numéro 1 quoi qu'il arrive. Et à Utah, une équipe forte, jeune, défensive qui a besoin de péter son plafond offensif. Et donc en fait, t'as Mike Conley à 24 points de moyenne. En fait, avec Mike D'Antoni. C'est pas mal. Moi, je cherche encore. Bah oui, évidemment. Win-win. Win-win. C'est pas facile. Qui tu mets par exemple à Denver à la place de Mike Malone? Qui tu mets à la place d'Atlanta pour Le problème, c'est que plafond? ceux que j'aurais envie de mettre à Denver à la place de Mike Malone, je suis pas sûr que ce soit un win de l'autre côté, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis même presque sûr que ce serait pas un win, en fait. Ah putain. Denver, c'est quoi le coach idéal pour Denver? Si on considère que Mike Malone fait du putain de boulot, attention, Ouais. hein. Mais dans l'absolu. Ok, si j'ai tu le veux- swap. Popovich, Mike Malone. Ouais. Non? Je sais pas, on vient de dire Pop, il devrait arrêter, tout ça. Ouais, mais ils ont besoin de l'expérience d'une bague. Que quelqu'un, leur plus gros expérimenté, c'est Paul Millsap. Spolstra Quoi? à Denver. Spolstra contre Mike Malone? Mais le problème, c'est que Miami, Je je suis suis pas pas sûr sûr qu'ils y gagnent. Non, Alex, je crois qu'ils y gagnent pas du tout. On peut pas toucher qu'ils y quasiment. gagnent. Mais Denver, cet effectif-là, coaché par Spolstra. Ah bah oui, mais là, non. Attention. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut pas Attention. trop prendre les équipes du haut. C'est-à-dire que tu peux pas te dire ah bah Bah Rick oui, Carlisle a c'est machin. ça. Non, il faut trouver les équipes de C'est soit ce de que je bas, réalise. soit de milieu. Le Thunder. Est-ce que le Non. Thunder pourrait pas être plus fort avec un autre coach? Certainement. Mais alors, pour que les mecs ils gagnent après avec Billy Donovan. Attends, je réfléchis parce que j'ai un truc à faire avec Luke Walton. Luke Walton, Mike Malone. Avec Luke Walton. Non, je pense Parce que Luke pas. Walton, il va améliorer quelle équipe là au coaching là? Faut Mike retaper D'Antoni, bas, hein, Alvin je te le dis. Gentry. Mike D'Antoni, On est Alvin obligé de Gentry. Je suis pas citer sûr Mike que Houston D'Antoni. y gagne. Non, hein. moi non plus. Quoique. Je suis. Ouais, Gentry quand même. hein. Enfin, on va pas non plus. Non, on va pas sauter au plafond, c'est sûr. Je cherchais pour les Clippers. Doc Tu Rivers, renvoies Brett Doc Brown. Rivers aux Celtics. Tu renvoies Doc Rivers aux Celtics. Wow. Ah, pourquoi pas, tiens. Doc Rivers Et tu à donnes, Boston. tu donnes et l'effectif tu des donnes Clippers à Brad Stevens. Ouais. Ah, c'est vrai que dans le jeu offensif des Clippers, on aurait très très chaud. Brad Stevens, tu donnes les Oh joueurs non, des non, Clippers. non, attention. j'ai très peur. Ouais, j'ai très peur. Non, c'est Attention. Voilà. Non, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Dites-nous si vous avez une idée comme ça de swap. Moi, je partirais sur Quinn Snyder versus Mike D'Antoni et Alex, il va nous faire bien. un petit Doc Rivers contre Brad Stevens. Ouais, Les fans je suis de pas sûr que Boston sont en y gagne, quand même. PLS. Quoi? On avait Je suis pas sûr. Ah bah, ils avaient Et transféré. expérience de la bague. Tu m'as parlé d'expérience de la bague. Doc Rivers, c'est Ah, bien. tout à fait. Ils n'avaient pas transféré Doc Je te Rivers rappelle contre qu'il un en second aurait tour de deux draft, si d'ailleurs. Kendrick Perkins n'avait pas été suspendu. Ouais. Il sera content, Danny Ainge, tu Blessé. penses, de retrouver Blessé. Doc Rivers? Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous avez comme potentiel swap. C'était le petit jeu. On termine évidemment avec le top 6. Vous le savez, chaque semaine, on a fait un top 6 sur chaque poste. Cette semaine, on s'occupe des entraîneurs. Avec Alex, je crois que nous ne sommes pas d'accord. Alex, qui tu as dans ton top 6 des entraîneurs? On va commencer avec la place numéro 6. Brad Stevens. Brad Stevens? Oui. Il est dans mes 6. Bah ouais. Attends, moi je l'ai pas mis. Attends. Bah, je sais pas. J'ai vu beaucoup de gens ne pas le mettre. Ah non, tiens, il est pas dans mes 6. Bah, tu vois, voilà. Ok, numéro Bah, 6, moi, Tyler Jenkins. Moi, je comprends pas trop ça, en fait. Tyler Jenkins.
Mais juste, excuse-moi. Oui. Donc toi, tu n'as pas Brad Stevens dans tes 6 Je alors. crois pas. Mais c'est un poil de cul. Attends, juste. Est-ce que tu as Taylor Jenkins dans ton top 6? Non. D'accord. Donc me fais pas le coup. Tu n'as pas Taylor Jenkins dans ton top 6. Moi, Non. j'ai Taylor Jenkins dans mon top 6. Il a fait un boulot remarquable, hein, Taylor Jenkins. Oui. Attention, hein, et on l'a dit d'ailleurs dans la review. Et toute la saison, moi, j'ai archi regardé Memphis. J'ai vraiment kiffé et tout. Rien à dire là-dessus. Oui. Progression et tout. Bon, après, ils ont chopé un rookie. Enfin, bref, il y a. Mais je sais pas, Brad Stevens, je veux dire, il a une des meilleures attaques et une des meilleures défenses de la ligue. Ouais. Quoi. Non, mais ça a été très très fort. Et son effectif est fort, Tout à hein, fait. mais. Et la il est pas transition non au sein plus- même. Ah non, mais il y a des gens. C'est ce qui rend le truc tout compliqué. C'est ce qu'on a dit au début de vidéo, en préambule. C'est que s'il y a des gens, et on l'a vu dans le plan A3, s'il y a des gens qui mettent Brad Stevens sur leur podium cette saison, C'est pas il n'y a pas de je problème. suis pas choqué en fait, tu vois. Ah ouais, non. Et s'il y a des Non, gens non. qui disent Taylor Jenkins incroyable, bah. Après, Taylor Jenkins, clairement, au-dessus des attentes, progression du groupe, fait travailler les jeunes, Le jeu. complètement. Le jeu, la philosophie d'accord. instaurée en année 1, le côté excitant, remporter des matchs Après, compliqués. c'est un 8ème de conf qui bénéficie aussi pas mal de Spurs dégueulasses, Blazers dégueulasses. Oui, tout ça, et quoi. puis il joue à l'Ouest. Ah ouais, non, il joue à l'Ouest, non, bien sûr. Mais attends, Taylor Jenkins, son travail est incroyable, mais le mettre à la place de Brad Stevens dans le top 6, je pouvais pas faire ça. Ok, Mais bon. très bien. Bah tu vois, regarde, il y en a qui sont capables. Place numéro 5, tu nous as mis qui? Mike Budenholzer. Ah, il est un peu bas, il est un peu bas. Il est un peu basos, non? Il est un peu bas, Mike Budenholzer, sur la saison 2019-2020. J'avoue. Et après, les mecs de devant sont pas si simples que Ok. ça à mettre derrière lui. J'ai hein. mis Eric Mais Spoelstra. oui, Mike Budenholzer. Ouais, bah voilà, moi j'ai mis Spolstra plus haut. Mais le truc, c'est que Mike Budenholzer, on en parlait tout à l'heure, on prend trop pour acquis le mec, quoi. Stop. Et moi, au début, quand j'ai commencé à faire mes coachs, tu sais, je dis, ouais, lui, il est incroyable. Oh, lui, la saison de malade. Oh, lui, la progression de fou et tout. Je suis là, genre, merde, putain, attends, j'ai pas mis Mike Budenholzer dans mes 6. Où est-ce qu'il est le. Ah oui, putain, il devait faire 70 victoires. Alors, attends, ce qu'il a la meilleure défense. Il devait pas faire 70 victoires, Mike Budenholzer. Alors, non, mais c'est chaud, c'est chaud. En fait, ce qui joue le plus contre lui, c'est qu'il est déjà coach de l'année, Ouais. en titre. Il a un groupe absolument incroyable. Il était déjà premier de l'Est, donc il n'y a pas de progression. Pourrait y en avoir une potentiellement en termes de bilan, clairement. Devrait même, dans l'absolu, si la saison n'avait pas été suspendue. Le jeu des Bucks et tout, mais je sais pas, du coup, j'avais envie de donner la prime Oh là aux mecs qui, entre guillemets, partaient d'un peu plus loin. Voilà. Genre Taylor Jenkins? Par exemple. Mais j'en ai d'autres. Oui, voilà, t'en as Il y en a d'autres. beaucoup, il y en a beaucoup Non, des mais- mecs qui partaient mais plus loin. elle est- Ah, tout le monde partait de plus Elle est loin que superbe cette Budenholzer, saison en au fait, niveau dans des la entraîneurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un gros récap avec cette vidéo. Eric Spoelstra, j'ai mis en 5. Bon, sa saison est exceptionnelle et on pourra en reparler quand tu l'auras mis en 1 évidemment. Mais, mais il me manque juste le fait qu'il soit tout en haut de sa conférence. Enfin, en tout cas, les mecs qui sont devant ont juste des. Si je dis pas de bêtises, ils ont. Ouais, il y a Pas moi. y a que Dans du le meilleur coach of the bilan. year, il y a pas moi. Ok, très bien. Place numéro 4. J'ai mis Frank Vogel. J'ai mis Rick Carlisle. Ok. Frank Vogel, je pose juste la question, Alex. Trop facile parce qu'il a LeBron et AD? Non, pas du tout, pas du tout. C'est il y a dans la partie offensive du jeu de Frank Vogel, il m'a pas encore impressionné, même si les Lakers je les ai trouvés bons, mais c'est pour moi dans la partie offensive plus dû à putain sur demi-terrain t'as LeBron et Anthony Davis, je veux dire bon ça aide fort. Par contre je le mets 4, donc c'est quand même haut quoi, je le mets dans mon top 6 parce que premier de l'Ouest en ayant inculqué et fait passer une vraie mentalité, genre on va défendre dur, en s'étant bien adapté à son personnel, en ayant trouvé des alliages où Anthony Davis joue bien 4 comme il aime et tout machin, je trouve que c'est fort. Ah non, je suis d'accord. Pour sa première année aux Lakers, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de choses sur lui. Alors effectivement, il a LeBron James et Anthony Davis, ça. Mais de toute façon, je veux dire, moi dans mon top 6, les coachs qu'il y a, ils ont tous des gros joueurs à diriger. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Non, hein. c'est clair, c'est clair. À part peut-être toi, tu as mis Taylor Jenkins en 6, Voilà, mais sinon. qui a plus des jeunes joueurs, mais il y a du talent, mais ce Voilà. sont des jeunes joueurs, c'est pas des joueurs Non, c'est confirmés. clair. Mais sinon, voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est très fort. Je l'ai mis 4e. Voilà, c'était close avec mon 3e, en fait. Eh ben, écoute, moi j'ai mis Rick Carlisle, dont évidemment on peut rendre hommage et qui sera peut-être numéro 1 chez certains. Évidemment, ça s'entend. Pareil, je le mets un petit peu derrière d'autres
Pour la simple et bonne raison que d'autres ont juste. Parfois, ça se joue aussi à ça, hein, à des bilans. Et donc, j'ai du mal à le voir remporter le trophée cette année. Mais par contre, l'attaque était tellement létale, le jeu tellement excitant et la capacité à s'ajuster en fonction des blessures et des absences de Rick Carlisle, il m'était en tout cas impossible, moi, de ne pas l'avoir déjà dans le top 6. Et 4, c'est vraiment le plus bas où j'ai pu foutre Carlisle, quoi. On va rentrer sur le podium. Ok. Ouais. 3, T'as quoi en 3, toi? Mike Budenholzer. Moi, j'ai Spoelstra. D'accord. Donc Spoelstra a fait une meilleure saison que Budenholzer. Oui. Ok. Enfin. Mais attends, est-ce que Spoelstra a fait une meilleure saison que Frank Vogel? Est-ce que Spoelstra a fait une moins bonne saison Et que non, mais ça s'entend. Budenholzer? Et c'est pour ça que je comprends. C'est- Ça s'entend. Moi, ce que je vois, c'est Spoelstra s'est complètement C'est ce que adapté tu à son disais, il est personnel parti de plus loin. et part de loin, a vraiment fait progresser l'équipe, alors que sur le papier, le roster a reçu des renforts, mais enfin voilà quoi, dans nos pronostics de début de saison, on mettait pas le hit comme ça, quatrième Ah, bien et sûr. tout. Je rappelle qu'il y a quand même 2 mecs non draftés dans son 5 majeur à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est la grande spéciale de Monsieur Spoelstra. Dragic en 6e homme. On en a parlé dans la review du hit. Le travail d'architecture de Spoelstra. L'explosion de Bam Adebayo. Jimmy Butler, tout d'un coup, on fait « Ah putain, c'est quand même un putain de leader. Hein, Jimmy Ah Butler. bah, Tout d'un coup, tu sais, on est là, genre voilà. Bien sûr. Tout ça, pour moi, c'est l'œuvre aussi de Spoelstra. Ça fait combien de temps qu'il est là, l'autre? Non, bien sûr. Lui aussi, on le prend un peu pour acquis. Tout à fait. Et c'est Mine de peut-être rien. Tout à fait. C'est peut-être celui qui a fait le plus avec le moins. Possible. Pour moi, c'est celui qui a fait, en tout cas dans l'élite, c'est celui qui a fait le plus avec le moins. On peut mettre Taylor Jenkins dans la même discussion, mais vraiment pour moi, là, waouh, ce qu'il a fait de chaque gamin, Nunn, enfin, héros, tout Duncan Robinson et tout. Je suis d'accord. Après, si je le mets pas plus haut, c'est parce qu'il m'a un peu énervé sur certaines Voilà. confrontations où Exactement. je l'ai pas trouvé ouf en cours de match. Exactement. Et donc, du coup, parce que moi, il pourrait être un sans problème. Ouais, hein, Spoelstra, avec sa saison. pour moi, il a une des performances de coaching de la saison en ayant juste annihilé Philadelphie, quoi, en s'ajustant à chaque match. Soit zone, Ouais. soit tient Butler, soit, enfin genre, il a Ah bah, ça, toyé c'est sûr avec que Brett Brown. hein, il a pris cher. Ouais. Ça, on est d'accord. Numéro 3, Mike Budenholzer, bon, j'ai pas besoin de le justifier. Mais donc, tu l'as pas mis, hein, en fait. Tu Non, l'as mis je n'ai trois. pas mis Ce Mike qui est bien, Budenholzer hein, 1 mais parce je que veux je dire, te suis sur le fait qu'il est coach de l'année, donc voilà, donc il faut. Voilà. Donc, t'en as mis 2 au-dessus de lui. Mais j'en ai mis Ouais, 2 je au-dessus vois de à peu lui. près ce que t'as mis. Et Mike Budenholzer, juste, voilà. Tu disais il a un effectif exceptionnel, bah. Oh, quand même, c'est lourd. Non mais, ok, mais Quand même. c'est pas non plus la dinguerie que d'autres ont. Vraiment. Non, c'est vrai, mais Vraiment. il a aussi pas mal de joueurs sous-estimés. Alors, ils sont sous-estimés parce que Mike Budenholzer les Parce que utilise trop Budenholzer bien, les utilise bien, mais hein. ils sont aussi plus forts que ce qu'ils Tout à fait. qu'ils sont réellement. Mais moi, je peux pas le mettre plus bas que 3. Vas-y, l'autre, il avait des ratings historiques. On était sur des écarts de points qu'on n'a pas vu ça depuis les Lakers de 73. On était là, genre, allez, vas-y, c'est pas de problème. Non, ouais, Mike Budenholzer en 3. Numéro 2, Nick Nurse, Frank Vogel. je l'ai pas mis en 1. Je sais que beaucoup de gens vont mettre Nick Nurse en 1, ce que je comprends tout à fait. Hein. D'ailleurs, si je le mets 2, pour ça. Il a perdu Kawhi Leonard, il a perdu Danny Green, il est 2e de l'Est, il a une des meilleures défenses de la ligue. Attends, tu as mis Frank Vogel combien? Pardon Frank Vogel, tu l'as mis combien? 4. Ok, pardon. Pourquoi? Non, c'est ça, D'accord. Non, pas du tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans ma tête, je me Frank refusais Vogel, ta tu liste. viens de le mettre en 2, toi, Oui, c'est ça. Ouais, un, deux. Bon, on a 2 places. Non, en fait, c'est juste que, excuse-moi, en fait, je posais la question parce que je l'avais pas sous les yeux, évidemment, ton classement, et donc je savais pas si tu l'avais dans ton top 6, Frank Vogel. Si, j'ai Stevens en 6, Budenholzer en 5, Frank Vogel en 4, Spoelstra en 3, Nick Nurse en 2. Nick Nurse, je veux dire, ce qu'il est en train de réussir, Laisse-le-moi, ce qu'il a l'année dernière, limite cette saison-là, elle est meilleure que celle de l'année dernière, de Nick Nurse. Bah, moi, je l'ai mis en. Dans le sens où, voilà, quoi, il avait perdu quand même un joueur un petit peu sérieux, et il a réussi à nous sortir d'autres jeunes, faire progresser le groupe, à très bien s'appuyer sur ses vétérans, à faire péter une défense absolument incroyable, et à avoir un bilan... c'est mieux, c'est presque le même... Enfin, je veux dire... Non, bien sûr. non, voilà, je l'ai noté là. Les Raptors ont un pourcentage de victoire supérieur à à la clôture, à la suspension. Ils ont un meilleur pourcentage de victoire que le pourcentage qu'ils avaient au bout de 82 matchs l'année dernière. C'est une dinguerie. Moi, je l'ai mis en 1 pour cette raison. Avant d'en parler en long et en large,
Bon, si, on peut en parler maintenant parce que Nick Nurse. J'avoue, moi je l'ai mis en 1 parce que je pense que personne s'est tapé les challenges qu'il a eu, quoi. Avant même la saison, tu perds KO et Danny Green, genre. Récupérer une équipe quand elle est en sortie de titre, on sait à quel point c'est compliqué. Il y a eu un nombre de blessures. Je sais même pas quelle autre équipe a eu un nombre de blessures dans ses cadres et qui est podium de sa conférence. Pour moi, c'est indécent. Et quel que soit le format, Nick Nurse m'a explosé le crâne. Je proposais joueurs qui viennent. Je proposais, moi justement, tu vois, je suis pas. Ah, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont excité les Raptors. Oh là là. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et en fait, en ajustement, c'est-à-dire, tiens, allez, on va sortir un mec qui vient de nulle part et on va en faire un joueur incroyable là sur 10 jours. Ils ont eu Siakam en joueur de la semaine, ils ont eu Norman Powell en joueur de la semaine, ils ont pas eu Gasol, ils ont fait c'est pas grave, vas-y bouger. Non mais là-dessus, là-dessus Nick Nurse, c'est là-dessus impeccable. Indécent. Comeback, genre moins de 30 points de retard face aux Mavs, let's go. Le match contre Joel Embiid à 0 points. Enfin, il y a eu que des séances où j'ai l'impression que Nick Nurse faisait genre voici mon PowerPoint. Regardez ce qu'il faut faire pour anéantir mon adversaire. Et là-dessus, après, il y a beaucoup de joueurs d'expérience aussi, hein. Ouais, mais il a eu combien de changements dans son effectif, quoi. Ok. Parce que, et certains vont me dire d'un été à l'autre, non, pas tellement que ça, mais en fait, parfois il fallait foutre Van Fleet en meneur titulaire parce que Lauri n'était pas là, ou parfois en arrière titulaire. Siakam a été blessé, donc du coup il a décidé d'avoir d'autres meilleurs scoreurs. Enfin, je sais pas. Moi, Nick Nurse, je l'ai foutu en 1, et plutôt Vogel en 2. Ouais, je comprends. Vogel, magnifique aussi sa saison, vraiment. Juste avant que je te laisse la parole sur ton 1, Vogel en 2, parce que je pense que pareil, dans la prise d'acquis, on prend trop pour acquis, genre vas-y, c'est bon, il a LeBron. Il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs qui avaient autant de pression que Frank Vogel au début de la saison. Si on avait fait une to-do list avec ce qu'il fallait faire au bout de 65 matchs, je pense que Vogel, il a tout coché. Je suis d'accord. Fallait pas qu'il y ait de drama. Fallait que LeBron soit en forme. Fallait que AD se sente bien pour être prolongé. Fallait être premier à l'ouest. Fallait être bon en défense. Redresser les mecs qui sont les seconds couteaux, Caruso, Kentavious Caldwell-Pope, etc. Et s'assurer qu'il n'y ait pas de fait divers. Pour moi, c'est trop géré. Dwight Howard, tout ça. Ouais, trop géré. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est clair. Frank Vogel, je savais pas trop où le mettre, je savais pas trop comment juger sa saison. Je trouvais ça compliqué. Je savais pas. Donc toi, t'as mis Carlisle en 1 ? Oui. Oui, j'ai mis Rick Carlisle en 1 cette année. Ouais. Après, ça va faire bondir certains. J'ai vu plein de gens qui pensent même pas à lui. Ça me fait halluciner, moi, perso. Je veux dire, Rick Carlisle. Alors, ouais, c'est clair que la hype Doncic, et qui est une hype, ça résonne. Ça résonne et ça met de l'ombre sur tout le reste. On a l'impression que les Mavs, c'est Doncic. Oh, tu penses ? Bah, quand même, la hype Doncic. On a quand même beaucoup plus parlé de Doncic que de n'importe quelle autre personne dans le Texas cette saison. Je suis d'accord. Non, pas James Harden. Non, pas James Harden. Encore que tu sais que Doncic, il est vraiment dans cette range-là. Je suis d'accord avec toi en termes de Luka, on le met souvent en avant, mais par contre, je pense que beaucoup de gens voient et ont vu que c'est bien plus qu'un joueur Dallas. Voilà. Ça, les gens l'ont vu, je pense. Donc, Rick Carlisle, il a vu le prodige qu'il avait entre les mains. Alors, évidemment qu'il a tourné son jeu autour de Doncic. Quel autre coach n'aurait pas fait ça, tu vois, genre... si, peut-être... Brett Brown Brett Brown, il aurait peut-être tout tourné autour de Tim Hardaway Jr. Peut-être. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais déjà, faut le faire. 2, Rick Carlisle, il a réussi ça, mais de main de maître. Je veux dire, Dallas... C'est pas juste la meilleure attaque de la ligue cette saison et de loin, très 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 loin. Je veux dire, genre, aucune autre attaque ne rivalise. Je les aime bien les autres, mais non, ça n'a rien à voir avec ce qu'a proposé Rick Carlisle cette saison. Mais c'est une des meilleures attaques. En termes de rating, c'est une des meilleures attaques de tous les temps, tout simplement. Alors après, c'est des ratings, hein, donc les époques, tout ça, les vitesses de jeu, donc je n'ai pas envie de rentrer forcément dans ce débat. Doncic, il a progressé de ouf. Je pense qu'il était prêt pour progresser. Je pense aussi que tout ce que son coach met autour de lui est absolument indéniable, que ça l'aide à progresser. Le retour en rythme de Porzingis, mais c'est géré, c'est parfaitement géré. Quand Doncic n'a pas été là, parce que mine de rien, Doncic, il a raté au moins 12-15 matchs, quoi, tu vois, dans la saison. Bon, évidemment, Dallas est moins fort, mais enfin, ça joue quand même bien. Alors que moi, j'étais le premier et toi, t'étais pas loin derrière. On était en train de dire, bon, les seconds couteaux, le banc de Dallas et tout. Bah, Carlisle, lui, ça lui a pas posé de problème. Il utilise ça de manière incroyable. Tim Hardaway Jr. redevient une valeur sûre du poste d'extérieur, limite, tu vois. Genre, l'utilisation de Dwight Powell et Maxi Kleber, quoi. Enfin, je veux dire, je les adore, hein, c'est des joueurs cool. Mais enfin, là... Non, bien sûr. C'est hyper bien exploité. Dorian Finney-Smith, comment c'est exploité. On a parlé, quand on a fait la review, on a parlé de la confiance
donné à des mecs comme Jalen Brunson ou Dylan Wright qui sont des jeunes, de Seth Curry. Enfin, je trouve que c'est une masterpiece absolument hallucinante ce que nous a proposé Carlisle. Et juste pour conclure mon argumentaire, ils sont que 7e, mais déjà c'est bien plus haut. Hein. Ils ont déjà 40 wins, c'est bien plus haut que toutes les attentes, je trouve. Et en plus, bien plus haut quand même. Quand même, Alex, on les mettait dans la course au playoff et on les mettait entre les ranges. On leur a donné 32-33 wins chacun. Ils en ont déjà 40. Oui, tout à fait. Ils en ont déjà 40. Et en plus, ils sont 7e. Ils n'étaient pas en train de regarder derrière sur Memphis. Hein. Ils étaient en train de lorgner sur le top 4-5. Ah non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas non plus un genre wow, Dallas est en playoff, tu vois. Moi, c'est un wow. Dallas a le niveau top 4 à l'ouest, quoi. Désolé, quoi. Pour moi, Dallas, je sais pas, attends, j'ai pas le classement sous les yeux. Attends, bouge pas. Ils ont quoi comme retard? En fait, par exemple, c'est qui le 4e? Ouais, ils ont eu un petit coup de mou et puis. Utah, ils ont une victoire derrière. Non, mais bien sûr. En fait, si tu prends le travail de Carlisle et ce qu'il a été capable de faire, oui, en soi, tu peux le foutre tout en haut, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'avoue que quand on me demande de faire un classement, j'étais obligé à un moment de le reculer à cause du bilan pur, en fait. Il y a un moment où, malheureusement, tu dois reculer par rapport à certains bilans. Et j'aimerais, s'il avait été, franchement, Dallas aurait été, voilà, top 4 à l'ouest, comme ils l'ont été pendant un moment, en fait, quand Doncic, ça roulait, etc., pendant l'automne. Ils sont à 2 matchs. Hein. Tout à fait. Parfois, ça se joue à 2 matchs. Et parfois, tu n'es pas en playoff à 2 matchs. Et du coup, tu chutes, en fait, dans un classement. Mais c'est juste pour ça que je ne pouvais pas le mettre devant tous les autres gars. Et puis, parce qu'il y a un côté moins... il y a un côté un peu moins surprenant, quand même. Ah bon? Putain, moi, ce qu'il a fait avec l'effectif qu'il a... Ça fait... Oui, non, mais... Moi, je suis sur le cul. Ouais. Ah ben perso, après ça restera bien perso. sûr, bien sûr. Et puis je pense que à part dans la fanbase des Mavs et encore, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront forcément d'accord avec moi là-dessus. Mais moi personnellement, c'est une masterpiece cette saison de Carlisle. D'accord. Et à 1 ou 2 matchs près gagnés, on serait beaucoup plus à être d'accord. Pourquoi pas. Il a déjà 40 wins, hein. Il restait bien sûr. 20 matchs. Ouais. Enfin non, peut-être pas 15 matchs. Tout à fait. Moi, c'est évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure... Ça veut dire qu'il pouvait peut-être aller taper 50 wins avec cet effectif. Bien sûr. Putain. Non, mais bien sûr. Moi, comme tu l'as dit, c'est juste la phrase Toronto qui a un meilleur bilan que la saison dernière. En pourcentage de win, avec tout ce qui leur est arrivé. Ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a focalisé sur Nick Nurse, c'est que... Non, mais je comprends, d'ailleurs, je l'ai mis en deux. Oui, voilà. Nick Nurse, c'est parce que moi aussi, j'ai halluciné sur les Raptors. Je pense que c'est bon. Bien sûr. Ça fait 24 mois que Nick Nurse est à la tête d'équipe NBA. Bon, voilà. Le débat est clos. C'est un très, très bon coach de NBA. Genre, c'est pas... Oui, il a raidé Kawhi et puis c'est bon, tu vois. Genre, non, ça se voit. C'est un putain d'entraîneur qui peut devenir une des figures marquantes de la NBA sur les prochaines années, quoi. Ouais, mais pour moi, Carlisle fait partie des monstres du coaching et cette saison, il l'a vraiment montré. Eh bien, écoutez, dites-nous qui vous avez dans tous les cas dans votre top 6 des entraîneurs. On va suivre la valse des coachs tout cet été, voir comment ça se passe avec l'intersaison. Et puis nous, Alex, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre petite vidéo sur un autre poste, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Parfait. Il y a des postes 4. 4, tout à fait. On va voir qui on met là-dedans. Exactement. Du coup, on vous fait plein de bisous. Bon dimanche à toutes et à tous. Et à bientôt sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous à toutes. Ciao.